Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Notre programme Book Club en marge du Salon du Livre se continue pendant sa deuxième journée. Nous avons le plaisir d'organiser ces rencontres en partenariat avec Souche Presse, la librairie Portonfa et Sofitel Jardin des Roses Rabat. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Guerraoui pour la présentation de son dernier ouvrage Marocain et Portugais, Regards croisés. La modération de cette rencontre sera assurée par Professeur Kembib. Donc, notre vif remerciement à notre invité et à notre modérateur. Et je vous souhaite une excellente rencontre. Juste vous souhaiter la bienvenue, vous remercier d'être présent. C'est toujours un plaisir de voir du public s'intéresser aux livres, c'est exceptionnel. Bravo d'être là, vraiment. Merci de nous encourager dans notre résistance et notre engagement pour le livre. Cet événement, cette année, alors l'année dernière, nous avons organisé avec le Sofitel 6 rencontres seulement. Finalement, je pense que ça leur plaît. Et donc, on a multiplié par 2. Donc, vous avez le droit à 2 rencontres par jour. Ça sera 6 fois 2, donc 12 auteurs que vous aurez le plaisir de découvrir. Merci à vous tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je commencerai par remercier Amina, ma belle-sœur, d'avoir organisé cette rencontre en collaboration avec le Sofitel. J'ai l'immense privilège de présenter mon ami de pas mal de temps, Cédric Guerraoui. Je lui dis toujours que nous étions au lycée ensemble. Donc, c'est un grand universitaire qui a énormément produit. Et je me souviens en particulier, peut-être que lui, il a oublié, mais pas moi, sa première thèse, sa thèse de doctorat, c'était sur l'agriculture. Donc, et on sait l'importance que ce secteur d'activité occupe dans notre pays depuis que le Maroc est Maroc. Donc, c'est une joie de le présenter. Donc, c'est un grand universitaire. Il a assumé de hautes responsabilités, notamment en tant que conseiller de 3 premiers ministres. Et vous savez ce que c'est que la responsabilité d'un conseiller de premier ministre dans tous les pays du monde. Et donc, c'est un universitaire, il a formé beaucoup d'étudiants et il est président de l'université ouverte de Dakhla. Et là aussi, nul besoin d'entrer dans la symbolique de Dakhla dans notre histoire et dans notre présent. Donc, dans cet ouvrage, il s'est intéressé à des regards croisés et pour un scientifique, c'est pas un exercice facile. Hein. Des regards croisés, ça signifie qu'il y a une grande part de subjectivité. On ne peut pas baser un livre sur de la simple subjectivité, c'est-à-dire les idées ou les impressions qu'on a sur les autres. Il faut que ça soit travaillé, que ça soit étayé, argumenté, pour que, si je puis me permettre, ça tienne la route. Et le pari est réussi, donc dans le cas de Cédric, marocain et portugais, regard croisés. Donc c'est un ouvrage qui est publié ici, mais qui est publié aussi au Portugal et qui va être traduit en portugais et en arabe. Donc, l'Itamim al-Faïda, comme on dit. Et je n'entrerai pas davantage dans le détail. L'exercice, encore une fois, des regards croisés est un exercice difficile parce que la part de subjectivité est grande et je laisse à Cédric le soin de nous en dire un peu plus donc sur ce regard croisé avec nos voisins portugais avec lesquels on a plusieurs siècles d'histoire commune. Merci Oustad. C'est Mohamed Khenouib. Ah oui, on n'oublie jamais son professeur. Il m'a enseigné l'histoire au lycée. Donc ça remonte à longtemps. Donc il m'a marqué, forcément. Et puis je l'aime beaucoup. Je suis désolé, je suis un homme très sentimental.
chaque fois que j'ai l'occasion d'exprimer mon affection pour ce grand historien dont nous sommes très fiers, eh ben je le fais. La première idée qui vient à l'esprit, c'est pourquoi, outre le fait que je sois membre modestement donc, de l'Académie des sciences du Portugal, pourquoi un livre sur un regard croisé sur le Maroc et le Portugal? Je crois qu'il y a 3 raisons qui ont motivé cette aventure. La première raison, j'ai constaté qu'il y a une ignorance réelle chez les Marocains et chez les Portugais de leur histoire commune et de leur héritage partagé, et pourtant qui dure, cette histoire partagée et cet héritage commun, plus de 3 siècles et demi, de 1415 à 1769. Mais autant cette phase est longue, autant les Marocains et les Portugais ignorent réellement leur histoire commune et leur héritage commun. Deuxième raison, qui est liée à l'observation personnelle, subjective, lors de ma première rencontre avec le Portugal et les Portugais, j'ai constaté une capacité extraordinaire, doublée d'une admiration et d'une fierté du peuple portugais et de ses élites de s'approprier les traits de la civilisation arabo-musulmane et leur attachement farouche à la préserver. Et ça, si vous voulez, ça m'a été inspiré à la fois par ce vécu, cette observation objective, mais aussi quand j'ai comparé le rapport de la France et de l'Espagne, et en particulier de l'Espagne, par rapport à cet héritage et cette histoire commune. Et on verra plus tard dans les résultats de l'étude combien ce trait important explique la perception qu'ont les Marocains de la colonisation portugaise comparativement à la colonisation française et espagnole. Vous allez voir que les chiffres sont très, très, très parlants donc à ce niveau. Troisième raison, c'est que malgré cette réalité d'une appropriation positive de la part des Portugais de leur composante, de la composante arabo-musulmane dans leur être historique et civilisationnel et culturel, malgré cette histoire commune, longue, partagée, eh ben, le partenariat entre le Maroc et le Portugal est en deçà des possibilités au regard de ces deux réalités, puisqu'il est, je donnerai des chiffres, je ne vous inonderai pas de chiffres, mais quand même il y a des chiffres importants à savoir. Tous les indicateurs, même s'ils connaissent des progressions, ne sont pas à la mesure de la spécificité donc, des relations entre le Maroc et le Portugal. Et il y a là donc un travail extraordinaire que nos deux pays sont appelés à faire. Il y a une prise de conscience, il y a une volonté, il y a une vision, et je pense que l'avenir augure que le renforcement sera l'un des résultats donc de cette prise de conscience collective. Alors maintenant, par rapport au regard partagé
je ne suis pas spécialiste de représentation, je ne suis pas non plus historien, mais dans ce que j'ai pu voir et consulter et lu, on a deux regards différents. Le regard donc le regard qui est différent de l'image. Je donnerai quelques données sur l'image, mais le regard, disons, comment le portugais se représente donc le marocain, c'est deux choses essentielles. Il y a c'est le maure et c'est le musulman. Donc ce n'est pas la race, mais c'est surtout la religion. Je dirais tout à l'heure pourquoi dans le fait religieux occupe une place importante, y compris dans les conquêtes portugaises dans le monde, au-delà, bien sûr, du commerce qui était, et la recherche de l'or et des métaux précieux, qui motivait bien évidemment les conquêtes. Mais derrière tout ça, je dirais tout à l'heure, l'une des raisons fondamentales. Et pour les Marocains, eh ben, c'est les Nasara, c'est le Mushrikin, c'est le Mustamir, et c'est le Gharb, c'est le colon, pour simplifier. Mais, fort heureusement, ce regard croisé est en train de changer, même si c'est tout à fait légitime que chaque période de l'histoire commune, on a connu des moments d'échange, des moments même de guerre, mais il y a eu beaucoup de moments de co-construction, de partage et d'échange, et un fait historique important a complètement accéléré la vision positive, le regard positif du Portugais sur le Maroc, et réciproquement, c'est la révolution des œillets, c'est la démocratie. Donc, après la chute donc, du régime de Salazar, nous avons constaté que la vision de l'autre a beaucoup changé, tout en gardant des invariants, en particulier cette fierté et cette appropriation positive de la composante arabo-islamique de l'être civilisationnel, historique et culturel au Portugal. Mais je ne peux pas non plus ne pas faire mention de quelque chose d'important et que malheureusement nous devrions faire attention et être attentifs à ça, même par rapport à d'autres dimensions de nos relations avec le monde, c'est que malgré la longue durée, malgré la richesse donc, de cette relation, eh ben, les Marocains n'ont pas beaucoup écrit sur cette période. Nous avons, je parle sous le regard du spécialiste, eh ben, les rares écrits, ce sont des récits de voyage, des rapports d'ambassadeurs, des articles de journaux et des impressions de voyage de Marocains qui, soit quand ils étaient envoyés en mission, soit qu'ils étaient dans des missions de commerce en particulier. Mais il n'y a pas de bibliographie exhaustive, scientifiquement autorisée, écrite par les Marocains pour cette phase donc, de l'histoire de nos deux pays. Mais par contre, les Portugais ont beaucoup écrit donc, sur ça. Et je suis tombé dernièrement sur le livre d'un érudit, vraiment, c'est le cas de le dire, qui a sorti un monument, c'est un lexique, pour vous montrer à quel point cet héritage commun est non seulement approprié, mais il est vécu avec une fierté par les Portugais. Ben, il y aurait dans le langage, dans la langue portugaise, plus de 50 000 mots d'origine arabe. J'ai ce livre, un monument, je me suis amusé à calculer, et ben, plus de 50 000 mots de la langue portugaise sont d'origine arabe. Et tout cela donc montre
qu'il y a une base qui a permis une évolution donc positive de cette image et de ce regard ouvert sur la culture de l'autre, mais qui s'est, comme je disais tout à l'heure, à partir de 1974, s'est beaucoup renforcé et diversifié. Et à titre d'illustration, le livre de la non-tranquillité du grand poète portugais Fernando Pessoa a été traduit en arabe par un autre poète marocain, Mehdi Akhrif. Nous avons aussi le cinéaste Manuel de Oliveira, qui est devenu une véritable référence pour les cinéphiles marocains, et bien évidemment des personnalités politiques prestigieuses aussi ont fait partie d'institutions académiques prestigieuses donc marocaines et ont eu des liens très forts avec le Maroc, et notamment je fais allusion au feu Mario Suarez et le professeur Eduardo Romano Alvarez et Oliveira, qui est membre de l'Académie du Royaume donc, du Maroc. Bien évidemment, on ne peut pas, dans ce regard croisé et de cet héritage partagé, cette évolution positive et des composantes, en particulier culturelles, qui contribuent à cette évolution positive de ce regard croisé. Le fado est rentré dans le programme de Mawazine, il est devenu une composante essentielle, régulièrement appelée à faire partie donc, du programme. Bien évidemment, mais ce n'est pas anecdotique du tout, Ronaldo, donc, est le foot que représente donc, pour notre pays et qui est aujourd'hui investi dans le tourisme à Marrakech. Ce n'est pas anodin, mais il faut le dire, c'est important. Et bien évidemment, un nombre appréciable d'accords de jumelage entre des villes marocaines et des villes portugaises. Et bien évidemment, tout cela a été couronné par les 12 ou 13 accords de coopération et de convention signés à l'occasion de la tenue de la haute commission mixte qui a eu lieu le mois dernier entre le gouvernement de Sa Majesté le Roi et le gouvernement portugais. Et pour rester avec la culture, on ne peut pas ne pas citer l'Institut ibéro-lusophone qui possède l'une des plus riches bibliothèques où on peut trouver des livres portugais sur l'ensemble donc des dimensions à la fois de l'économie mais surtout de la culture donc portugaise. Autant dire que le pari de l'ouverture mutuelle a pris donc une tendance ascendante, il progresse, il se diversifie et il est en train de s'étendre à d'autres domaines que la culture à travers donc des échanges économiques, politiques, sécuritaires et stratégiques. Et bien évidemment, tout cela nous a incités à aller plus loin pour voir concrètement quel est le vrai regard du Maroc, le regard du Portugal auprès des Marocains et l'image qu'ont les Marocains donc des Portugais. Et nous avons fait une enquête auprès d'un échantillon représentatif de Marocains et de Marocaines qui représentent toutes les couches de la société en respectant la parité, en respectant bien sûr les âges et en couvrant l'ensemble donc des régions donc du royaume. Et je voudrais partager avec vous les principaux résultats impressionnants donc à ce niveau. On a posé la première question: comment vous avez connu le Portugal et les Portugais? Eh bien, l'essentiel des Marocains connaissent le Portugal et les Portugais à travers l'école,
à travers l'histoire et à travers les médias. Très peu à travers le travail, paradoxalement très peu à travers le football, la lecture et le tourisme, et encore moins, 1,3% seulement de ceux et celles qu'on a interrogés connaissent le Portugal par le biais de l'exercice de leur activité économique. Et donc, il y a un effort extraordinaire à faire donc, à ce niveau. On leur a posé une autre question. Quelle est la raison? Quelles sont les raisons qui ont motivé votre visite au Portugal? Le résultat est très clair. 75,3%, c'est pour visiter le Portugal, c'est-à-dire le tourisme. 12,9% seulement pour les affaires et seulement 1,2% pour les études. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants donc marocains au Portugal, même si la tendance est haussière ces dernières années, mais force est de constater que les échanges humains demeurent encore faibles. Alors concernant l'objectif même final de cette étude, c'est l'image du Portugal au Maroc et auprès des Marocains. Et là, on a été agréablement surpris. 91,8% des Marocains aiment le Portugal et les Portugais. Nous avons fait la même étude avec mon ami Onoudine Faya, mais pour l'Espagne, en 2001, sur l'image de l'Espagne au Maroc. Et à l'époque, nous avons découvert que plus de 60%, 60,1 ou quelque chose comme ça, des Marocains aiment l'Espagne et les Espagnols. C'est une proportion qui reste extrêmement importante, mais celle du Portugal nous a un peu impressionnés. Autre question, je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est la perception qu'ont les Marocains de la colonisation portugaise, qui est aux antipodes de leur perception par rapport à la colonisation française et espagnole. Les résultats apparaissent contradictoires. 45,5% ont une image positive de la colonisation portugaise et 54,5% ont une image négative. Et vous en conviendrez avec moi qu'il faut expliquer ce paradoxe. Certes, il est tout à fait évident, les 54,5%, c'est évident. Aucun peuple ne pourra avoir un regard positif sur la colonisation. Mais paradoxalement, on a encore 45,5% qui ont une appréciation donc positive. Et il faut expliquer cette réalité. Eh bien, tout simplement, quand on compare la colonisation espagnole et française d'une part, et la colonisation portugaise, on constate que la colonisation portugaise n'est pas arrogante, n'est pas sournoise, n'est pas rancunière, moins mercantile et pas revancharde. Et ces traits, si vous voulez, sont expliqués eux-mêmes par la spécificité du regard des Portugais avec leur propre histoire. Et quel est donc ce regard des Portugais par rapport à leur histoire? Eh bien, les Portugais, tels que nous l'avons constaté, ont un regard plus serein, plus apaisé, plus humble, plus ouvert et plus réconcilié avec leur histoire. Même dans les moments difficiles, des moments de tension et de guerre, eh ben, l'issue est toujours une issue sereine et apaisée. Tu sais, quand ils ont perdu la guerre donc des Trois Rois, ils sont partis. Mais on n'a plus parlé Donc il y a une spécificité de la colonisation portugaise qui est regardée par les Marocains de façon relativement positive. Et tout le long de leur histoire coloniale, il y a un invariant dans le rapport
des Portugais avec la conquête, les conquêtes en général, eh ben, c'est la place de la religion dans les raisons profondes des conquêtes portugaises. C'est-à-dire que les rois portugais se sont toujours considérés principalement par rapport aux conquêtes comme étant les dépositaires de la chrétienté. Et donc, la défense de la religion chrétienne est au cœur, si vous voulez, de toutes leurs tentatives de colonisation et de découverte donc, de nouveaux mondes, que ce soit dans les Amériques ou donc, dans l'Afrique. Et je pense que c'est l'un des résultats les plus importants que nous avons découverts à travers donc, cette étude. Autre question qui, en fait, il n'est pas paradoxal, mais qui révèle une méconnaissance des Marocains de la réalité du Portugal. Mais peut-être cela est lié au caractère humble des Portugais, quand on leur a posé une question sur la perception qu'ils ont du niveau de développement du Portugal. Eh bien, 22,6% continuent à concevoir le Portugal comme un pays en voie de développement. Alors qu'en fait, quand on voit les indicateurs de développement humain, le Portugal est très très bien classé dans l'IDH. Et les Marocains continuent à percevoir le Portugal comme étant un pays encore sous-développé. Par contre, la conception qu'ils ont du régime politique portugais montre que 60,3% considèrent le Portugal comme un pays démocratique pluraliste et seulement 0,8% le considèrent comme étant un pays de dictature. Donc là, à ce niveau, je pense que politiquement, la vision correspond exactement à la réalité du Portugal actuel. Concernant la question que nous leur avons posée sur les raisons du développement du Portugal aujourd'hui, eh bien, l'essentiel des personnes enquêtées estiment que principalement, c'est grâce à l'intégration à l'Europe et grâce à la transition démocratique et grâce à la capacité des Portugais à réaliser des consensus politiques que le Portugal a réussi à frayer un lent chemin en matière de développement, même s'il continue à considérer que le niveau de développement n'est pas aussi élevé, mais n'empêche que trois facteurs majeurs, les Marocains expliquent principalement l'évolution du développement au Portugal par l'intégration à l'Europe, la démocratie et la capacité de réaliser des consensus politiques pour pouvoir avancer dans la réalisation, dans la voie des réformes et dans la voie donc, du développement. Et autre question qui est importante pour le Maroc, on leur a posé une question sur quel est le rôle que peut jouer le Portugal pour la défense de la consolidation des relations de coopération entre l'Europe et le Maroc. Eh bien, 72,2% des Marocains considèrent que cette place est importante et que le Portugal doit jouer un rôle important dans le renforcement des relations, parlons pas du changement donc des relations, mais le renforcement des relations entre le Maroc et le Portugal. Autant dire que les Marocains font d'un réel espoir, un grand espoir, à ce que le Portugal joue dans le futur un rôle important comme porte-voix de la voix marocaine, des préoccupations marocaines, des intérêts marocains au sein donc de l'Union européenne, l'Union européenne. Les dernières questions qu'on leur a posées, cette fois-ci, c'est sur comment ils apprécient, ou ils voient, ils perçoivent les relations d'échange entre le Maroc et le Portugal. Eh bien, 89% des personnes interrogées considèrent les relations entre le Maroc, et je pense que c'est une vérité qui correspond à la sous-utilisation du potentiel de partenariat existant, 89% estiment que les relations entre
le Portugal et le Maroc ne sont pas à la mesure et à la hauteur donc des potentialités existantes. Contre 11% seulement qui qualifient le rapport de ces relations d'échange comme étant élevées. Et ceci se traduit tout simplement, je le disais tout à l'heure, par l'état des relations économiques entre le Maroc et le Portugal. Même si nous connaissons, ou ces relations connaissent une évolution soutenue, réelle, il reste en deçà des possibilités donc de cet héritage commun et de ce potentiel extraordinaire dans tout le domaine que recèle la coopération entre le Maroc et le Portugal. Si on prend les échanges commerciaux, ben la part du Portugal dans les exportations marocaines, en 2011, elle était de 1,9 et en 2019, 1,5%. C'est très faible. La part dans les importations, la part du Portugal dans les importations marocaines, c'est 1,7% en 2011, 2,8% en 2019. Même si on reconnaître que le volume des échanges entre le Maroc et le Portugal a doublé durant ces 10 dernières années. Le nombre d'entreprises portugaises qui exportent vers le Maroc a augmenté de 22,8% entre 2011 et 2008. Et on évalue actuellement à environ à plus de 1300 entreprises portugaises qui sont établies au Maroc. Si on prend maintenant les investissements portugais au Maroc en 2019, ils demeurent très très faibles. C'est 0,3% du total des investissements directs étrangers, du total des investissements directs étrangers au Maroc. Par contre, on constate, il y a 3 choses qui évoluent relativement, mais de façon différenciée. Le nombre de touristes qui visitent portugais qui visitent le Maroc augmente de façon significative. En 2010, ils étaient 63 077. Et en 2018, on est monté à 102 633 Portugais qui visitent le Maroc. Et c'est une tendance haussière régulière. Les Marocains du monde au Portugal, ils étaient 4 000 il y a 2 ans ou 3 ans. Maintenant, ils sont 5 000. Ça reste très très faible, mais la tendance est à la hausse et en particulier les étudiants. Il y a de plus en plus maintenant d'étudiants qui ont choisi le Portugal pour poursuivre donc leurs études. Quand on voit les défis communs entre le Maroc et le Portugal et qui en fait constituent quelques pistes de développement de partenariat d'un type nouveau. Si nous prenons les défis démographiques, le Maroc et le Portugal connaissent de façon différenciée un défi à ce niveau, au sens différencié, c'est-à-dire le Portugal aura à gérer la rareté et le Maroc à gérer l'abondance, au vu donc des données prospectives de la démographie au Portugal et au Maroc. Si on prend les chiffres, je pense souvent le langage des chiffres est important, la population marocaine va passer de 36,9 millions en 2020 à 46,2 millions en 2050. La population portugaise va passer de 10 400 000 en 2020 à 9 100 000 en 2050. Ils connaissent déjà une vraie rupture à ce niveau et ils auront un besoin dès maintenant annuel de 75 000 personnes par an. Et il y a là donc des possibilités de coopération en matière donc de main-d'œuvre qui pourraient correspondre à ces défis communs partagés, très différenciés, mais la proximité aidant, cela peut servir à une approche mutuelle
partagée, concertée, coordonnée en matière donc de mobilité de population entre le Maroc et le Portugal. Alors pour terminer, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette étude et ce livre donc sur le Marocain et Portugais regard croisé? Il y a 5 leçons que l'on peut tirer, si vous voulez, de ce livre. La première leçon, c'est un déficit d'interconnaissance. C'est clair, il y a un effort donc d'interconnaissance important de notre histoire commune et de notre héritage commun. Deuxième leçon, c'est qu'il y a une base humaine, politique et historique importante qui permet de construire mieux et de façon renforcée le partenariat entre le Maroc et le Portugal. C'est une vision apaisée et un regard serein et ouvert de notre passé commun et de notre héritage commun. Je crois que c'est important pour construire l'avenir. Troisième leçon, c'est qu'il y a véritablement un héritage arabo-musulman important dans la personnalité civilisationnelle, historique et culturelle portugaise, sur lesquels nous pouvons construire également des échanges sur le plan culturel, sur le plan de notre patrimoine commun et de façon générale au niveau donc de nos relations. Quatrième leçon, c'est que nous avons réalisé, Portugais et Marocains, des avancées réelles, continues et soutenues ces 10 dernières années dans beaucoup de domaines. Et je crois que nous tenons là une tendance haussière importante qui augure d'un véritable renforcement qui a été consolidé par les conventions signées à l'occasion de la haute commission mixte tenue donc le mois dernier, comme je l'ai dit. Et je crois que nous avons là effectivement une base solide pour pouvoir construire ce nouveau partenariat stratégique, innovant, qui est en train donc de se mettre en place, bien évidemment dans le cadre d'une grande zone qui aura comme reconfiguration certaine une zone composée du Maroc, du Portugal et de l'Espagne, et très certainement qui aura un rôle à jouer, mais cette fois-ci dans une grande zone Europe, Afrique, monde arabe à bâtir pour l'avenir. Et le Maroc sera appelé à jouer un rôle important dans cette grande zone, avec des relations privilégiées avec le Portugal et l'Espagne. Cinquième leçon, c'est l'existence d'un potentiel réel de partenariat et de coopération dans tous les domaines, et en particulier dans les domaines pour lesquels nous avons, Portugais et Marocains, des responsabilités internationales, qu'il s'agisse de la transition climatique, de la transition énergétique, de la transition numérique, en sus donc des avantages comparatifs communs que nous avons en matière d'économie de la verre et d'économie verte et la valorisation de notre patrimoine commun. Je pense que nous tenons là également un potentiel de partenariat important pour donc l'avenir. Sixième leçon à tirer, l'avant-dernière leçon, c'est que nous avons constaté que les élites et les États sont en retard de 10 ans ou plus sur les entreprises. Le monde des affaires, le monde économique est en avance au vu des indicateurs chiffrés que nous avons sur les politiques et sur donc les États. Et je crois que des raccourcis importants doivent être réalisés pour qu'il y ait une mise à niveau de la volonté politique et des stratégies publiques de coopération et de gouvernance de ce partenariat, à l'image donc du rythme accéléré opéré par les entreprises et les grands groupes portugais. Et enfin, la dernière leçon, et avant de passer à ma conclusion et vous donner la parole pour ceux qui veulent réagir,
eh ben, nous avons constaté à travers cette enquête et cette étude, ce livre, qu'il y a des attentes extrêmement importantes, à la fois des Portugais vis-à-vis du Maroc et du Maroc vis-à-vis du Portugal, en termes de renforcement et de diversification donc des relations de partenariat, parce que nous avons constaté que l'état du partenariat est sous-valorisé, insuffisamment utilisé, et beaucoup de domaines sont non encore explorés, d'où donc les attentes à la fois donc des entreprises, des institutions de tout bord, mais aussi donc des autres composantes comme les étudiants et les autres acteurs de notre société. Et je termine par ça, c'est que l'un des enseignements que l'on peut tirer de tout ça, c'est que aujourd'hui, il y a 3 choses qui permettront de traduire ces potentiels en réalité. Nous avons besoin d'une volonté commune pour prendre appui sur ces fondements qui sont en fait le ciment de ce regard positif partagé. Nous avons besoin d'une nouvelle vision qui prenne appui sur ce potentiel pour mieux construire l'avenir. Et nous avons besoin d'une stratégie coordonnée, partagée, mais rénovée, qui tient compte un peu des attentes des différents acteurs des 2 sociétés. Et c'est cela qui permettra de favoriser les échanges humains, de développer les échanges culturels, de renforcer les échanges économiques et surtout de développer le dialogue politique, car c'est à ce niveau aussi que des raccourcis peuvent être réalisés au service de l'économique, des échanges culturels et des échanges humains. Et pour conclure, je dirais que le futur des relations entre le Maroc et le Portugal est celui que les 2 pays voudront construire ensemble pour leurs 2 peuples. Et la grande question qui se pose aux Portugais et aux Marocains, c'est comment capitaliser sur l'héritage commun et comment relire et réécrire le présent pour mieux se connaître d'abord et à partir de cette interconnaissance, bâtir ensemble l'avenir commun possible des relations entre le Maroc et le Portugal. D'où la nécessité pour les Marocains et les Portugais de soumettre à la fois le passé et le présent à une évaluation objective, raisonnée, sereine, passionnée, apaisée, mais surtout réellement tournée vers l'avenir, tout en sachant, comme dit feu l'historien Hicham Jait, si le retour au passé est impossible, les futurs des relations entre le Maroc et le Portugal sont multiples. Et par conséquent, Marocains et Portugais, dans le cadre de cette phase décisive, très prometteuse, mais concrète donc, du développement des relations entre les 2 pays, eh ben, doivent éduquer au bon voisinage, à la concorde entre le Portugal et le Maroc, à la solidarité entre le Maroc et le Portugal, au dialogue et notamment politique entre le Maroc et le Portugal, à la paix dans la région et à la nécessaire prospérité partagée qui nous permettra bien évidemment de renforcer davantage la stabilité et la sécurité dans notre région. Mais pour ce faire, et ça sera ma conclusion, eh ben, Portugais et Marocains, au regard des résultats de cette étude, doivent multiplier les passerelles de l'interconnaissance, les passerelles du travail collectif et chercher des convergences à travers des concessions réciproques sur des domaines sensibles, mais surtout à travers donc un dialogue qui permettrait donc de transformer le potentiel réel en actions concrètes de partenariat pour le mieux des intérêts du Portugal. Et c'est dans cette perspective que Portugais et Marocains pourront s'engager dans la co-construction d'un destin commun. Et je suis persuadé
que les projets en cours, et notamment cette co-organisation, on ne peut pas ne pas parler de la co-organisation de la Coupe du Monde en 2030, c'est ça, ben, annoncera et sera le prélude de la co-construction de préalables, y compris en termes d'infrastructures, qui permettront de renforcer la mobilité entre les deux rives de la Méditerranée à travers donc l'axe Maroc-Portugal. Et bien évidemment, on n'oubliera pas l'Espagne, puisque notre destin aussi est commun. Je vous remercie de votre aimable attention et j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Cédric pour ce vaste tour d'horizon. Je comptais rebondir moi aussi sur le 2030 en y ajoutant la liaison fixe Gibraltar qui ne peut qu'intéresser nos amis portugais. Vous avez parlé de connaissances et d'interconnaissances. Il y a quand même un certain nombre de références sur l'histoire commune Maroc-Portugal. Il y a notamment la série des sources inédites de l'histoire du Maroc qui remonte à la période du protectorat, et c'est un historien éminent, un historien français éminent qui a lancé cette série avec le concours de la résidence générale, du T en particulier. Il y a également un collègue historien marocain de l'université Hassan de Casablanca, Ahmed Boucharb, qui a appris il fallait le citer, cher ami, puisqu'on parle d'histoire. Bah, comment dirais-je? Voilà. J'ai pas insisté. Alors, personnellement, j'ai mon premier contact, si je puis me permettre, une touche d'égo-histoire avec le Portugal. Ça a été durant mes années de jeune lycéen. Il y avait une émission en français qui s'appelait La Voix de l'Occident. Et c'était la période de la guerre que menait le Portugal contre les Angolais et les Mozambicains. Et donc, le Portugal se posait en défenseur de l'Occident, de la civilisation occidentale, de la chrétienté, comme vous l'avez dit. Et c'est précisément au nom de la chrétienté qu'a eu lieu cette histoire de la bataille des trois rois, de Oued el-Makhazin. Le roi Don Sébastien, encouragé par le pape, voulait convertir les Marocains, aussi bien musulmans que juifs, par l'épée. Et donc, ça s'est terminé par un désastre pour lui. Il a disparu dans les flots de l'Atlantique. Et jusqu'à maintenant, les Portugais attendent son retour, de même que les Brésiliens. Il y a un phénomène qui s'appelle le sébastianisme, et donc le retour de Don Sébastien. Et ce qu'il y a à dire à propos de cette bataille des trois rois, c'est que ça a été dans le monde musulman, dans l'ensemble du monde musulman, je dis bien l'ensemble du monde musulman, considéré comme une revanche de l'islam musulman sur la défaite navale infligée aux Ottomans, la bataille de Lépante, dans une coalition à laquelle menée par Venise et à laquelle ont pris part les Portugais et d'autres puissances catholiques, et donc qui s'est terminée par la défaite des Ottomans. Et dans le monde musulman, on a considéré la victoire de Oued el-Makhazin comme une véritable revanche. Et j'ajoute que le Maroc a bénéficié d'une réputation militaire d'invincibilité jusqu'en 1844, jusqu'à la bataille d'Isli. C'est en partie grâce à la bataille de Oued el-Makhazin qui a établi sa réputation, et l'historien français, le grand historien français Fernand Braudel dit que la bataille d'Oued el-Makhazin a été, comment dirais-je, c'est comme s'il s'agissait d'un djihad au nom de l'ensemble du musulman, et ça a été la dernière croisade menée par la puissance chrétienne contre le monde musulman. Et donc, ça a établi la réputation militaire du Maroc jusqu'en 1844, quand les Marocains sont intervenus aux côtés des Algériens, aux côtés de l'émir Abdelkader. Et donc, ça s'est terminé par une débâcle, laquelle débâcle a été suivie de la signature de conventions imposées par la puissance victorieuse, dont on pâtit
jusqu'à maintenant, jusqu'en 2023, si je puis me permettre. Oui. Les Portugais évitent toujours qu'on leur parle dans nos relations. Quand je présentais le livre au Portugal, il ne fallait surtout pas parler de la guerre des 3 ans. Il fallait, cher ami, leur dire deux choses. Vous avez parlé de langue arabe, le Portugal, et le sud du pays, Al-Gharb. Voilà, très rapidement. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle intervention qui a fait le tour de pratiquement l'essentiel de ce qui nous lie à nos amis portugais. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et vraiment, grand merci. Nous avons appris énormément de choses. Il se trouve que le livre, nous venons de le recevoir, donc vous ne l'avez certainement pas lu. Aucun de vous ne l'a lu, donc il n'y a pas moyen de faire un débat. Puis ton exposé était brillant et largement étayé. Vous avez fait le tour. Nous avons un cocktail offert par l'hôtel Sofitel, qui est notre partenaire. Et juste après, nous enchaînons sur notre signature. Comme on a démarré un petit peu en retard, on est un peu pressé par le temps. Sidris, je préfère que les gens lisent le livre pour en débattre sérieusement avec toi. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Sidris. Une seule question. Non, peut-être juste une question à Seglaoui. Excusez-moi, juste une question à Seglaoui. Vous avez demandé donc ce que les Marocains pensent des Portugais. Pourquoi vous n'avez pas fait l'effet miroir côté portugais, ce qu'ils pensent des Marocains? Ça aurait pu nous intéresser. Il y a des témoignages de Portugais. Que vous faites dans l'ouvrage? Oui. Il y a 10 témoignages. Ouais, l'effet miroir est intéressant aussi. Merci beaucoup. Il existe. C'est pour ça que je vous dis, il faut lire le livre, n'est-ce pas, cher ami? Voilà. Pendant le petit pot, les gens peuvent poser des questions directes à l'auteur pendant la séance dédicace aussi, si vous voulez bien. Merci. C'est moi.